Lorsque nous pensons aux mousquetaires, nous imaginons 4 jeunes hommes en surplis bleu, avec une croix de lys blanche dans le dos, croisant leurs épées en criant « Un pour tous, tous pour un ». Puis ils se jettent courageusement sur leur ennemi, s'escriment avec agilité et surmontent finalement le danger par un tour d'esprit plutôt que par la force brute. Ce sont les 4 héros du célèbre roman « Les 3 mousquetaires ». D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, que nous associons aux mousquetaires. Les auteurs Alexandre Dumas l'Ancien et Auguste Maquet ont créé ces 4 héros en 1844. Avec les aventures de ces frères d'armes, ils plongent le lecteur dans la France du XVIIe siècle. Tout comme le monde dans lequel se déroule leur histoire, les 4 mousquetaires ne sont pas une fiction, mais s'inspirent de personnes réelles. Dans cette vidéo, nous partons sur les traces de ces vrais mousquetaires et explorons leur réalité dure et brutale qui contraste fortement avec la France romancée de Dumas. Les 3 mousquetaires racontent l'histoire du jeune D'Artagnan qui rejoint les mousquetaires de la garde. Ensemble, ils vivent de nombreuses aventures et protègent le roi de France. Le jeune héros des Romains est basé sur un véritable mousquetaire de Gascogne, une région relativement pauvre du sud de la France. Dumas s'est inspiré d'un roman biographique pour sa vie, Les Mémoires de Monsieur d'Artagnan, publié au XVIIe siècle par un écrivain français du nom de Gatien de Courtils de Sandra. Charles de Basse-Castelmore d'Artagnan, de son nom complet, était le plus jeune fils d'une famille de la noblesse terrienne et a quitté son pays dans les années 1630 pour devenir mousquetaire comme ses frères. Il y est parvenu assez rapidement. Quelques années plus tard seulement, son nom apparaît en effet dans les listes de compagnie des mousquetaires du roi. Par la suite, nous manquons pendant un certain temps des informations fiables sur sa vie. Ce n'est qu'en 1646 que nous retrouvons une trace. À cette date, D'Artagnan est au service du cardinal Mazarin, Premier ministre et successeur du célèbre cardinal Richelieu. Il a effectué pour son compte de nombreuses missions secrètes délicates, notamment lors de la Fronde. Le jeune roi Louis XIV ne devait jamais oublier ce service et la loyauté du mousquetaire. D'Artagnan a donc rapidement fait carrière. En 1655, il est devenu capitaine d'un régiment de la garde royale et en 1657, il a été nommé lieutenant dans la première compagnie de mousquetaires. En 1667, il est finalement devenu capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, commandant de fait l'unité, puisque le roi lui-même occupait le seul grade au-dessus de lui. C'était à l'époque l'un des postes les plus convoités de France. Comme D'Artagnan était si proche du roi, celui-ci lui confiait d'autres missions secrètes délicates après 1661. D'Artagnan était certes un agent secret habile, mais c'est sur le champ de bataille qu'il se sentait le mieux, avec les hommes. Il a trouvé sa fin de manière très appropriée le 25 juin 1673, lors du siège de la ville néerlandaise de Maastricht. Il a été tué d'une balle dans la tête. Louis XIV était si affecté qu'il a fait célébrer une messe des morts dans sa chapelle privée. Athos, Porthos et Aramis sont également basés sur des mousquetaires historiques. Il n'est toutefois pas certain que les 4 se soient jamais rencontrés. Tous les 3 étaient les fils de nobles de la région rurale du Béarn. Athos ou Armand de Silègue d'Arthos d'Hauteville était l'un des fils cadets de sa famille et ne pouvait donc pas espérer hériter des biens de son père. Les possibilités qui s'offraient à un jeune homme dans cette situation étaient de rejoindre l'Église ou l'armée. Athos a opté pour la deuxième option et a servi d'abord dans un régiment d'infanterie de la garde royale, puis, à partir de 1641, dans les mousquetaires de la garde. Il a été enterré à Paris le 22 décembre 1643, après avoir été prétendument tué en duel.
L'Aramis historique s'appelait Henri d'Aramis. Il possédait des terres dans la région du Béarn et était un abbé laïque. Aramis a suivi les traces de son père, qui avait également été mousquetaire, et a servi de 1641 à 1646. Enfin, il reste Porthos, dont le personnage est inspiré d'un certain Isaac de Porto, issu d'un milieu similaire. Il a servi lui aussi en 1642 dans un régiment d'infanterie de la garde royale et a rejoigné les mousquetaires de la garde un an plus tard. En 1646, il met fin à son service, probablement parce qu'il a été blessé. Il est mentionné une dernière fois comme membre de l'état-major de garnison de la forteresse de Navarrense, un poste souvent occupé par des soldats invalides. Ce sont donc 4 véritables mousquetaires qui ont servi de modèle au roman de Dumas. Le roman d'aventure Les Trois Mousquetaires a été publié en 1844 en tant que roman feuilleton dans le quotidien parisien Le Siècle. Roman feuilleton, cela signifie qu'une partie de l'histoire était imprimée dans chaque numéro, un peu comme une série télévisée. Cette pratique était très courante au XIXe siècle, car peu de gens pouvaient s'offrir des livres. Les Français étaient tellement enthousiasmés par l'histoire de Dumas que de longues files d'attente se formaient partout où Le Siècle était vendu. Encouragé par ce succès, Dumas a écrit 2 tomes suivants sous les titres 20 ans après et Le Vicomte de Bragelonne ou 10 ans après, qui étaient également extrêmement bien accueillis. Aujourd'hui encore, peu de personnages ont passionné plus de monde et inspiré plus d'artistes, de cinéastes et d'auteurs que les mousquetaires. Les 4 véritables mousquetaires du sud de la France ne sont pas les seuls à avoir trouvé une place dans les romans de Dumas. Jean-Armand du Perrier, le comte de Tréville, y a également trouvé sa place. Il a joué un rôle central pour les mousquetaires de la Garde, dont l'histoire a commencé en 1622, lorsque Louis XIII, lors des révoltes huguenotes, a fait équiper une compagnie de cavalerie légère de mousquets. Cette nouvelle unité était principalement composée de nobles et se battait à la fois à pied et à cheval. Bien qu'ils étaient appelés mousquetaires, leur équipement ressemblait davantage à celui des dragons. Les dragons étaient des fantassins à cheval qui utilisaient les chevaux comme moyen de transport, mais combattaient à pied. En 1634, le roi s'est fait capitaine, le commandant des mousquetaires, et a nommé de Tréville capitaine-lieutenant, c'est-à-dire son adjoint, qui était cependant de facto le commandant des mousquetaires. Au cours des années suivantes, de Tréville a professionnalisé et unifié les mousquetaires, les transformant en une unité spécialisée dans la protection rapprochée et la guerre de siège. En tant que troupe la plus prestigieuse des troupes de la garde royale, elle est devenue un symbole de la puissance du roi. De Tréville était apparenté à Porthos et Athos et était un bon ami de la famille de D'Artagnan. Il a profité de sa position pour procurer aux jeunes hommes un poste parmi les mousquetaires de la garde. Dumas reprend habilement cet aspect de patronage historique lorsqu'il décrit comment D'Artagnan arrive à Paris chez de Tréville avec une lettre de recommandation de son père. Dans la plupart des cas, les aspirants apportaient les lettres de recommandation de parents influents ou d'une connaissance qui avait déjà servi dans la garde. Les mousquetaires n'étaient pas des nobles, mais étaient généralement issus, tout comme dans les romans, de familles de la petite noblesse, principalement de Gascogne et du Béarn. Selon Hervé Dréveillon, professeur d'histoire à l'université de la Sorbonne à Paris, il était très probable qu'un mousquetaire trouve un parent dans les rangs de son unité. Cette interconnexion n'est pas représentée dans les romans de Dumas. Chez lui, les mousquetaires sont plutôt décrits comme des aventuriers solitaires avec des liens familiaux rares et lâches. En revanche, les mousquetaires réels faisaient partie d'un réseau complexe de clients et de familles.
La recrue moyenne rejoignait la troupe très jeune, à 17 ans environ, et était en bonne forme physique et mentale. Avant de s'engager, il avait reçu une formation de base en escrime, équitation et tir. En ce sens, les mousquetaires de la garde fonctionnaient comme un centre de formation pour les jeunes nobles. Une sorte d'école militaire d'élite où les meilleurs jeunes hommes du royaume étaient formés pour apporter leur contribution à la grandeur et au pouvoir du roi. Comme les mousquetaires de Dumas, les vrais mousquetaires avaient pour mission principale de protéger le roi et sa famille. Les mousquetaires de la garde faisaient partie des troupes domestiques du roi de France. Ils étaient toujours à proximité immédiate du roi, protéger ses appartements, l'accompagner dans la rue et exécuter ses ordres les plus délicats. Chaque matin après son réveil et chaque soir avant de se coucher, le roi recevait un mousquetaire auquel il donnait des ordres pour la vie ou pour le jour suivant. Malgré cette proximité avec le roi, les mousquetaires avaient également d'autres tâches. La différence la plus marquante entre les mousquetaires réels et les mousquetaires fictifs réside dans leur comportement. Dumas les caractérise comme des hommes d'armes agiles qui se distinguent davantage par leur habileté que par leur violence. Les mousquetaires historiques étaient différents. Ils assumaient des tâches de police et de renseignement et étaient avant tout des soldats d'élite aguerris au combat. En tant qu'unité militaire parfaitement entraînée, ils maîtrisaient les armes les plus modernes et les utilisaient avec une précision mortelle. Ils portaient certes fièrement leurs épées, mais au combat, les mousquets et les pistolets étaient au moins aussi importants. Les mousquetaires de la garde étaient des guerriers qui combattaient en première ligne dans de nombreuses batailles et étaient célèbres pour prendre d'assaut les positions ennemies et ne pas avoir peur de la mort, ou du moins ne pas la montrer. L'historien Rémy Masson, qui a écrit sa thèse sur les mousquetaires en 2013, caractérise cela comme un culte du courage, dans lequel la peur n'avait pas sa place. Ce culte s'exprimait notamment par le fait que chacun voulait montrer sa bravoure en fonçant sur l'ennemi. Lors du siège de la ville de Mons, en allemand Bergen, dans l'actuelle Belgique, en 1691, le roi devait même ordonner à son lieutenant de tirer sur tout mousquetaire qui sortait du rang et avançait sans ordre, afin de maintenir l'ordre. À la mort de Louis XIII en 1643, les mousquetaires ont perdu leur position exceptionnelle de favoris du roi. Leur commandant de Trévis avait des relations pour le moins tendues avec Richelieu et son successeur, le cardinal Mazarin. Le commandant des mousquetaires avait participé à un complot contre Richelieu et avait été banni en conséquence. Après la mort du ministre, il a pu revenir, mais le nouveau cardinal Mazarin a voulu le remplacer par un membre de sa famille. Lorsque le commandant des mousquetaires a refusé obstinément de prendre son chapeau, Mazarin dissout tout simplement les mousquetaires de la garde en 1646. En 1648, les émeutes mentionnées plus haut, la Fronde, éclatent et le cardinal Mazarin est la cible de plusieurs attentats. Pour le protéger, une nouvelle garde de mousquetaires a donc été formée le 25 février 1648 et en 1657, une compagnie était constituée à nouveau pour protéger le roi. Après la mort de Mazarin, le roi a intégré ces hommes dans sa propre garde. Les deux compagnies qui formaient désormais ensemble les mousquetaires de la garde comptaient chacune 300 hommes et étaient placées sous les ordres du roi en tant que capitaines, bien qu'elles étaient en pratique commandées par leurs capitaines-lieutenants respectifs. La première compagnie était rapidement connue sous le nom de Compagnie grise, en raison des chevaux gris qu'elle montait, tandis que les troupes qu'elle montait donnaient aux mousquetaires de la deuxième compagnie le titre de mousquetaires noirs. Ces deux compagnies ont existé à peu près sous la même forme jusqu'en 1775,
date à laquelle elles ont été dissoutes pour des raisons financières. Les mousquetaires de la garde étaient cependant reconstitués à 3 reprises au cours des décennies suivantes, mais à chaque fois pour une courte durée. Le 31 décembre 1815, le roi Louis XVIII dissout définitivement les mousquetaires de la garde. Le roman Les Trois Mousquetaires et ses suites se basent clairement sur des événements et des personnages historiques. Dumas a magistralement mêlé des faits historiques à une histoire fictive, créant ainsi une image romancée de la France du XVIIe siècle. Ces mousquetaires se basent eux aussi sur des modèles historiques, tout en faisant preuve d'une grande liberté artistique. Les mousquetaires de la garde servaient certes à proximité immédiate du roi, mais ils n'étaient pas des aventuriers rusés et au cœur léger, mais des soldats d'élite rompus au combat. Les mousquetaires historiques étaient des combattants brutaux et intrépides qui exécutaient loyalement les ordres du roi et affrontaient la mort de manière routinière. Leur métier était la guerre.